Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, bienvenue à ce webinaire consacré à notre étude sur les batteries des véhicules électriques. Nous sommes ravis de vous accueillir ce matin pour évoquer ce sujet hautement stratégique pour le secteur automobile et bien évidemment le secteur de l'assurance. Avant de commencer, quelques petits rappels pratiques, hein. Donc, on vous remercie de bien évidemment couper vos micros pour éviter tous les bruits parasites. Coupez ici également vos caméras pour permettre de libérer un petit peu de bande passante, vu que nous sommes assez nombreux. Aujourd'hui, ça évitera d'avoir des périodes de latence. N'hésitez pas à utiliser l'onglet conversation, hein, pour poser vos questions ou faire vos remarques tout au long des présentations, en sachant qu'il y aura normalement une séquence de questions-réponses en fin de séance. Et ce webinaire faisant l'objet d'un enregistrement afin de permettre de vous mettre à disposition un replay, nous vous remercions donc de valider et d'accepter le droit à l'image lié à cette captation, ou sinon nous vous invitons à vous connecter en anonyme ou, dans le pire des cas, à quitter la session. Le programme donc de cette heure, qui je suppose sera électrisante pour tout le monde, hein, donc Gilles Guirand de SRA commencera donc la matinée par nous présenter brièvement l'étude que nous avons publiée ce matin et qui est disponible sur le site. Et ensuite, on aura donc le plaisir d'accueillir Hugo Guillemette, donc de BM Group, qui viendra nous présenter la stratégie du groupe autour de l'électrification de leur gamme et aussi nous aborder les sujets liés bien évidemment à la réparabilité des batteries pour leurs véhicules. Et pour finir, donc, nous aurons aussi le plaisir d'accueillir Alexis Marcadet et Jérémy Noireau du réseau Revolt e-Garage, qui viendront aborder d'un point de vue expert de la réparation des véhicules électriques tous les enjeux autour et aussi tous les freins et toutes les opportunités liées à la réparation des véhicules électriques. En tout cas, l'équipe SRA se joint à moi pour vous remercier encore pour votre participation. On vous souhaite un excellent webinaire à toutes et à tous. Et Gilles, je te laisse la parole. Ok, bonjour. Bonjour à tous. Donc, notre étude a porté sur un échantillon de 21 véhicules que l'on a décomposé en trois grandes catégories. Les véhicules électriques, les véhicules hybrides rechargeables et les hybrides non rechargeables. Donc, pour l'étude, nous avons retenu 11 véhicules électriques que vous voyez en vert sur la diapositive, 4 véhicules hybrides rechargeables de couleur rouge et 6 véhicules hybrides non rechargeables de couleur bleue. Les modèles et les versions ont été choisis en fonction en fonction des ventes, mais aussi de leur représentativité sur le marché. Et tous les prix et les tarifs de l'étude sont à la date du 1er juillet 2025. Donc, pour chaque véhicule, nous avons regardé la disponibilité de la batterie en pièces de rechange, en pièces neuves, mais aussi la disponibilité en pièces reconditionnées. Et lorsque la batterie peut être réparée, c'est-à-dire que lorsqu'on peut disposer de pièces de rechange, nous nous sommes focalisés sur trois composantes de la batterie: les modules avec leur nombre, le nombre de modules, parce que ce nombre est très important, car c'est plus les modules sont nombreux, moins ils sont chers, et plus la batterie devient facilement réparable. Excusez-moi, vous Gilles, avez basculé en mute. ton micro est coupé, Gilles. C'est dommage, c'était la partie la plus intéressante. Ah bon, vous m'entendiez Ouais, pas? ouais, ouais, tu peux reprendre la dernière phrase, Gilles, effectivement, il y a dû y avoir une erreur de manip, ça a coupé le micro. D'accord, je recommence. À partir des modules, c'est ça? Oui, à partir des modules, tout à fait, Gilles. Ouais. Ok, donc oui, on a retenu trois composantes de la batterie. Les modules avec leur nombre, on a choisi le nombre parce que ce chiffre est très important, car plus les modules sont nombreux, moins ils sont chers et plus la batterie devient facilement réparable d'un point de vue économique. Et les deux autres composantes qu'on a retenues, ce sont les capots, c'est-à-dire le couvercle supérieur de la batterie et le carter inférieur. À partir de ces éléments, on a déterminé deux indicateurs. Donc le premier, c'est le prix de la batterie neuve par rapport au prix du véhicule, qui varie donc entre 4 et 60%. D'un point de vue, de manière plus précise, dans le cas de nos véhicules électriques, les prix de la batterie varient de 23 à 60% du prix du véhicule neuf. Pour les hybrides, on a un rapport plus faible de 10 à 22% du prix neuf, ce qui peut s'expliquer par le prix plus élevé des véhicules hybrides rechargeables et par leur batterie un peu moins grosse. Et pour les hybrides non rechargeables, les batteries sont beaucoup plus petites et elles ne représentent plus que 4 à 14% du prix du véhicule neuf.
Pour le second indicateur, c'est le prix du kilowattheure. C'est-à-dire qu'on a divisé le prix de la batterie par sa capacité, tout simplement. Donc, dans le cas des véhicules électriques, on obtient des valeurs comprises entre 180 € et 680 € du kilowattheure. Pour les hybrides rechargeables, ces valeurs sont légèrement plus élevées. Elles sont comprises entre 410 et 930 € du kilowattheure. Par contre, lorsqu'on regarde les hybrides non rechargeables, on obtient des valeurs comprises entre 2 830 € et 4 500 € du kilowattheure. Donc ces valeurs sont en moyenne 5 fois plus élevées que pour les hybrides rechargeables et 8 fois plus élevées que pour les véhicules électriques. Vous retrouverez tous ces chiffres dans l'étude. En conclusion, sur notre échantillon de 21 véhicules, on trouve 15 véhicules qui ont des batteries qui peuvent être réparées et seulement 8 véhicules pouvant disposer de batteries reconditionnées. Si on regarde le prix de ces batteries reconditionnées par rapport au prix des batteries neuves, on voit que dans notre échantillon, qui ne comprend que 8 véhicules, ce prix varie de 50% à 90% du prix de la batterie neuve, ce qui est une fourchette très large. Donc pour terminer, pour conclure, je dirais que ces constats sont valables à la date d'aujourd'hui, mais sont affinés avec plus de véhicules. Et ces constats seront aussi à confirmer dans le futur avec les évolutions techniques des prochaines batteries. Voilà rapidement la présentation de notre étude. Merci Je ne sais pas s'il Gilles. y a des questions, Rodolphe, je ne sais pas. On les fera en fin de séance, ça sera mieux, comme ça on aura plus de visibilité sur le timing. Donc D'accord. vous pouvez retrouver effectivement cette étude qui a été publiée ce matin donc sur notre site internet, donc n'hésitez pas à la consulter et bien évidemment on se tient à votre disposition pour toute question. Gilles l'a évoqué, effectivement des choix stratégiques différents d'un constructeur à l'autre sur la notion de réparabilité, donc de la mise à disposition de certaines pièces qui permettent de réparabiliser les batteries et aussi des stratégies différentes en fourniture de batteries reconditionnées. Donc c'est pour ça on s'est permis d'inviter, et il a accepté notre invitation, Hugo, pour nous présenter quelle était la stratégie de BM Group sur ce sujet, sachant que dans notre étude, on a plusieurs véhicules qui sont concernés, aussi bien de la marque BMW que de la marque Mini. Hugo, es-tu avec nous? Je suis là. Je ne sais pas si Ouf, vous m'entendez. on t'entend. C'est bon? Ok. Parfait. Du coup, je partage mon écran. Vous passez les slides comme. Je peux passer les slides, ça évitera au cas où les... Ok. Ouais. Ça évitera les petits soucis techniques, on va dire. Une petite présentation, Hugo, juste sur Oui. ouais, le périmètre. Donc moi, je suis rentré dans le BMW Group il y a un peu plus de 10 ans. Et aujourd'hui, donc, je suis responsable du support technique. Donc, c'est le support technique envers les concessions. Donc, en gros, réparer les véhicules, l'homologation des véhicules en France. Le groupe les homologue en Europe, mais après, on doit les homologuer en France. Et environnement, c'est plus lié aux législations environnementales ainsi que le traitement des déchets en concession, et notamment, par exemple, les déchets de batterie. Ok. Euh, donc, pour commencer, et je vais pas mal vous parler de notre nouvelle génération de véhicules électriques, le nouveau iX3 qui a été présenté tout récemment. Donc BMW a électrifié ses véhicules depuis assez longtemps. Donc on a commencé en 2009 avec la première génération qu'on appelait les BMW Active Hybride, donc qui étaient on va dire des véhicules hybrides mais non rechargeables via une prise. Donc ça, on avait commencé avec un premier X6. Ensuite, on est donc génération 1 et 2, on va dire, il y a eu des petits changements, on va dire plutôt côté moteur, mais on va dire si on parle de batterie, c'est un peu similaire. Et ensuite, à partir de 2013, notamment avec l'arrivée de la i3, on est passé sur une troisième génération de véhicules électrifiés, où là, justement, on est arrivé avec des batteries modulaires, donc avec des modules et des batteries qui s'ouvrent pour remplacer ces bouts de modules. Ensuite, on a continué avec une génération 4 et 5, donc qui sont, on va dire,
plutôt des optimisations, hein. On a fait des gains de densité énergétique sans, on va dire, révolutionner la technologie. Pour ensuite arriver, et ça vous le voyez en bas, donc un véhicule qui arrivera l'année prochaine à partir de mars, notre génération 6, qui on va dire est une belle rupture technologique comme on a eu entre la génération 2 et 3. Donc le nouveau X3, si on compare à l'ancien, le premier avait une autonomie qui allait jusqu'à 471 km, le nouveau ira jusqu'à 805 km d'autonomie. La charge, on n'a pas multiplié par 3, mais la vitesse de charge par 3, mais presque. Donc maintenant, on sera capable de récupérer plus de 370 km en seulement 10 minutes. Bien sûr, avec la borne qui fonctionne bien avec le véhicule, qui peut on va dire, donner la bonne puissance. Ensuite, les chiffres de la consommation. Voilà, il y a deux choses qui permettent d'atteindre une grosse autonomie, forcément, c'est la capacité de la batterie et la consommation. Donc là, vous voyez par exemple le véhicule, le X3, le nouveau X3 qui consomme le moins dans sa finition, va consommer 15,1 kWh au 100 km, alors qu'auparavant on était plutôt sur du 17,6. Et ce qui est d'autant plus impressionnant que la puissance est bien supérieure et le nouveau est 4 roues motrices comparé à l'ancien qui n'était qu'en propulsion. Voilà, actuellement, il faut savoir que, alors, par exemple, chez nous, si vous prenez les mêmes véhicules avec les mêmes batteries, un qui est en 4 roues motrices, l'autre qui est en 2 roues motrices, il y a à peu près 1 kWh au 100 km de consommation en plus pour le 4 roues motrices. Donc voilà, si par exemple sur le iX3, le nouveau, on retire 1 kWh au 100 et qu'on le compare à l'ancien, on a fait un énorme gain en efficience. Voilà, on peut passer à la slide d'après. Donc le passage de la génération 5 à 6. Donc à gauche, vous pouvez voir une batterie de génération 5, donc qui était, on va dire, avec tous ses modules. Et à droite, avec le petit film, vous voyez ce qui est la génération 6. Donc on est passé sur des cellules cylindriques. Donc les grosses différences, c'est que donc en bas, vous voyez les types de cellules. À gauche, génération 5, donc prismatique, sorte de rectangle. Et à droite, les nouvelles cellules cylindriques. Et donc à gauche, vous voyez que dans la batterie en fait est composée, donc vous le voyez pas en dessous, mais il y a une couche de pièces qui servent à refroidir la batterie. Au-dessus, vous avez les modules. Au-dessus, vous avez pas mal de câblage et ensuite des boîtiers électroniques. Et donc, on va le voir dans la slide d'après, mais en gros, on a un gros gain. Voilà. On va avoir un gros gain sur différents domaines. Donc, la densité énergétique, ça, on va dire, c'est plus lié à de la recherche et du développement et à la cellule cylindrique. Donc, on a un gain d'à peu près 20% en densité énergétique sur ces nouvelles cellules. L'encombrement. Donc l'encombrement, on y gagne beaucoup. Donc comme vous pouviez le voir avant, quand on a plusieurs modules, les modules, il faut les accrocher dans la voiture. Ils sont séparés par du métal. On a beaucoup de câblage. Ah, il y a quelqu'un qui On n'a pas parle. respecté les comptes. Donc oui, il y a beaucoup de câblage, beaucoup de pièces, donc on gagne vraiment en encombrement et aussi bien en largeur, longueur, mais aussi en hauteur. Et forcément, la hauteur de la batterie, ça va avoir des impacts sur son autonomie parce que le véhicule va être plus efficient, on va dire, en termes d'aérodynamisme, hein. Si la batterie est plus plate, le véhicule va être plus bas et va avoir une meilleure aérodynamique. La densité énergétique fait aussi que l'autonomie va évoluer. Et le poids,
voilà, on gagne en encombrement, on gagne en densité énergétique, donc forcément on a des gros gains sur le poids de la batterie. Voilà, on estime à peu près un gain de 100 kg sur, par exemple, sur cette batterie-là. Les puissances de charge ont été fortement améliorées. Donc ça, c'est dû à plusieurs facteurs. Mais par exemple, les cellules cylindriques, on a une meilleure gestion de la température dans la batterie. Et la sécurité. Alors pourquoi la sécurité? Donc on va pas dire que c'est beaucoup plus, on va dire, on va pas parler qu'une batterie est dangereuse. Dans certaines conditions, elle peut devenir dangereuse. Et là, pourquoi la sécurité est meilleure? C'est que les cellules, contrairement aux cellules prismatiques, ne se collent pas. Elles sont, on va dire, cloisonnées, séparées les unes des autres. Donc si jamais une cellule a un problème, elle ne va pas forcément impacter les autres et on va dire que ça ne va pas faire une réaction en chaîne. Ensuite, les coûts. Donc on a des gros gains là-dessus. Et donc ce qu'a annoncé le BMW Group, c'est des gains de 40 à 50% sur la fabrication de la batterie par rapport à avant. Donc forcément, quand on fait des gains en encombrement, en poids, et on va dire même en nombre de pièces, on fait beaucoup de gains sur les coûts, aussi bien sur les matériaux que sur la main-d'œuvre, on va dire, pour construire la batterie. Et ensuite, l'environnement, qui est quelque chose d'important pour nous, où là-dessus, je vais y revenir plus tard, mais on a fait aussi des gains très importants. Il faut savoir que une même batterie de génération 5 ou 6, on a réussi à réduire l'empreinte carbone de plus de 40% sur la fabrication de la batterie. Mais je vais y revenir dans quelques slides un peu plus tard. On peut passer à la suite. Donc, la question de la réparabilité, qui, je pense, intéresse pas mal de personnes ici. Donc, c'est un vaste sujet. Et donc, pour moi, il y a trois choses importantes. C'est quand on parle de réparabilité de la batterie, c'est quoi dans la batterie exactement? Quelle fréquence on répare une batterie et quel coût? Alors, le fait que maintenant on n'ait plus d'une batterie modulaire, mais on va dire une batterie qui fait partie intégrante du véhicule et du châssis, veut dire qu'on ne pourra pas la réparer de la même manière. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que la majorité, je veux dire la très très grande majorité des pannes qu'on peut avoir sur une batterie, elle est liée au boîtier électronique. Donc ce qui a été décidé sur cette nouvelle génération, c'est qu'on a un accès, on va pouvoir remplacer tout ce qui est boîtier électronique et ça va se faire, on va dire, beaucoup plus rapidement qu'avant. Avant, sur la génération 5, on était obligé d'ouvrir la batterie. Alors la batterie, on ne l'ouvre pas directement, donc déjà, il faut la déposer du véhicule. Il faut faire un test via des outils pour être sûr qu'il n'y a pas de souci à l'intérieur. Il faut ouvrir la batterie, aller remplacer les éléments en question et ensuite, après, il faut refermer la batterie, il faut refaire un test, la remonter sur le véhicule. Et donc, le temps de main-d'œuvre était assez énorme, des fois, juste pour remplacer un petit boîtier. Et on va dire, c'est la très grande majorité des occasions pour lesquelles on avait besoin de remplacer un boîtier électronique et non un module. Voilà, ce qu'il faut savoir, des modules défectueux, c'est très très rare. Très souvent, ça arrive pendant la durée de vie du véhicule. Et si on parle de vieillissement de batterie, parce qu'il y a eu beaucoup, on va dire, la batterie a vécu longtemps et il y a eu un très grand nombre de cycles de charge-décharge, on se rend compte que remplacer un module, au final, ça marche pas. Il faut remplacer tous les modules si la batterie est trop vieille. Donc avec ce constat, BMW Group a décidé de passer à cette 6e génération avec tous les gains dont on parle sur les cellules cylindriques. Donc maintenant, on ne remplacera plus de modules.
Donc voilà, j'ai répondu sur la question de quelle partie. Donc maintenant, on va réparer, on va dire, que la partie électronique. Comparé à avant, on réparait aussi les modules. Quelle fréquence? Au final, on se rend compte que, ouais, je dis un chiffre, mais je n'ai pas les données exactes, mais 90% voire plus des réparations, c'est lié à l'électronique. Que les modules, c'est très très rare. Et si on parle d'un accident, c'est très rare qu'un accident nous fasse remplacer qu'un seul module, parce que si ça a bougé à l'intérieur de la batterie, généralement, par sécurité, il faut remplacer tous les modules. Et ensuite, quel coût? Juste avant, je vous ai dit que le BMW Group a communiqué sur des gains de coûts sur la fabrication des batteries, donc moins 40, moins 50%. Ça veut aussi dire que le remplacement de la batterie, il va coûter beaucoup moins cher pour on va dire pour une quantité d'énergie équivalente. Donc ça, c'est... Voilà, si je peux répondre à la partie réparabilité. Donc on peut passer au slide suivant. On pourra faire des petites questions-réponses à la fin si vous le souhaitez. Ensuite, si jamais un jour on doit remplacer la batterie ou à la fin de vie du véhicule, faut qu'on parle du recyclage, qui est un sujet assez important, on va dire de plus important aujourd'hui. Et donc ce qu'on a créé, on va dire, qui va réellement commencer à partir de février l'année prochaine, c'est un recyclage des batteries en boucle fermée. Donc jusqu'à maintenant, ce qu'on faisait, c'est qu'on envoyait nos batteries en recyclage à un prestataire qui les mélangeait avec plein d'autres types de batteries, des batteries de téléphone portable, des batteries d'ordinateur, des batteries de véhicules d'autres marques, et qui les traitait pour les recycler. Le BMW Group a totalement changé son point de vue là-dessus et a eu une approche, on va dire, européenne pour le moment. Donc, c'est-à-dire que très prochainement, à partir de 2026, nos batteries vont être recyclées, mais ce ne sera que des batteries de BMW. Ça veut dire qu'on va prendre toutes les batteries de BMW à recycler qu'on a actuellement, on les donne à un prestataire qui ne va surtout pas les mélanger avec d'autres batteries. Et donc c'est ce nouveau prestataire SKTS qui va se charger ensuite du recyclage. Donc comment ça se passe, hein? Les batteries, ils les récupèrent, ils les broient. Donc c'est pas juste du broyage simple, hein, c'est sous atmosphère inerte pour des questions de sécurité. Donc on limite la quantité d'oxygène lors du broyage. Ensuite, après ce broyage, on va séparer les résidus en, on va dire, 7-8 éléments. Donc on va séparer tout ce qui est acier, aluminium, du cuivre, du plastique. Et un des résidus sera ce qu'on appelle la black mass, donc cette petite poudre noire qui contient tout ce qui est métaux précieux et qui valait pas encore, on va dire, très cher, mais je pense dont le prix va augmenter petit à petit au fur et à mesure des années. Pourquoi? Parce que cette black mass ensuite vient un processus, donc c'est un peu technique, mais d'hydrométallurgie. En gros, faut se dire c'est beaucoup de chimie dans des infrastructures qui coûtent très cher. C'est un process qui est pas forcément rapide, mais qui prend du temps. Mais grâce à ce process, on arrive à récupérer le lithium, le nickel, le cobalt. Et si je ne me trompe pas, on récupère à peu près 95% du lithium qui était à l'origine dans la batterie neuve. Et BMW donc va racheter à notre prestataire ces matériaux secondaires pour les réinjecter dans les batteries des véhicules neufs. Est-ce qu'on peut rester 5 minutes à la maison parce que il me manque un bracelet comme ça, j'essaie de l'avoir pas pu. Ah. Je n'entends plus rien. Donc oui, on va réintégrer ces matériaux secondaires dans la production de nos cellules neuves.
Et ça va nous permettre de diminuer notre empreinte carbone. Donc forcément, c'est meilleur pour l'environnement. Deuxième raison, c'est qu'il y a aussi la législation derrière qui pousse et qui va au fur et à mesure des années être de plus en plus importante et va nous forcer à réintégrer des matériaux secondaires dans les véhicules, dans la batterie, mais aussi dans d'autres parties du véhicule. Et beaucoup plus stratégique pour nous, c'est sécuriser notre approvisionnement en matières premières. Aujourd'hui, si jamais on a une batterie de i3 par exemple à recycler, donc on le donne à notre prestataire et on sait exactement quelques semaines plus tard qu'est-ce qu'on va récupérer en quantité de lithium, de nickel, de cobalt. Donc ça c'est vraiment un gros plus et si jamais il y a des problèmes géopolitiques qu'on ne peut plus accéder à certaines matières, là on pourra récupérer. Non, mais il marche, tout neuf. Voilà. Là, on pourra récupérer ces matériaux. Donc voilà, un petit point sur le recyclage des batteries et ensuite un slide un peu plus complet sur on va dire la partie environnementale de ce nouveau iX3. Donc là, on s'est un peu focalisé batterie. Mais en gros, ce nouveau iX3, il y a un tiers, il est composé de un tiers pour un tiers de matériaux secondaires. Donc ça veut dire qu'il y a plus de Le micro est à nouveau coupé. Le micro, Hugo. Ouais. Pardon. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon, Oui, c'est on m'a bon. coupé le micro. Oui. Donc oui, je disais, il y a plus de 700 kilos de matériaux secondaires dans ce nouveau iX3, qui est quand même quelque chose d'assez important et de ce que je connaisse, personne n'a communiqué sur des chiffres aussi hauts jusqu'à maintenant. Et donc, vous voyez, il y a... Alors là, ce ne sont que des exemples, mais enfin, on va dire dans quasiment... Je dirais pas toutes les pièces, mais une très grande majorité des pièces, vous avez des matériaux recyclés. Donc par exemple, la batterie, il y a 20% de la batterie qui sont des matériaux recyclés. Et si on va jusqu'aux métaux précieux, qui font les cellules de la batterie, il y a 50% de ces matériaux qui sont d'origine secondaire. On a les roues aussi, par exemple, donc c'est 70% d'aluminium recyclé, d'autres parties du châssis. Et on a ce qu'on appelle le frunk, le coffre à l'avant du véhicule. Par exemple, là, c'est fait de plastique marin, donc d'origine marine, recyclé. Donc il y a 30% de ce coffre qui est fait de plastique recyclé. Donc voilà, sur ce véhicule, on a vraiment une approche environnementale assez importante. Et qu'est-ce que ça donne? C'est l'empreinte carbone du véhicule. Le véhicule électrique est beaucoup décrié pour son empreinte carbone. Donc il n'y a pas que l'empreinte carbone, j'en suis conscient, il y a d'autres impacts que tout ce qui est carbone, mais si on regarde sur quelque chose qui est, on va dire, à la mode aujourd'hui, c'est l'empreinte carbone. Un véhicule électrique à la fabrication émet beaucoup plus de CO2 qu'un véhicule thermique. Avec tout ce qu'on a fait sur ce X3, on arrive à peu près à 13,5 tonnes de CO2 émis pour le fabriquer. À titre de comparaison, un Countryman électrique qu'on vend actuellement, il est à 13,7. Sauf que sa batterie, ça fait presque elle a 2 fois moins d'énergie. Le véhicule est plus petit. Donc voilà, on a quand même un gros gain. Et si on compare un X3 actuel, donc essence, lui, il est à peu près à 10 tonnes de CO2 émis lors de sa production. Donc on reste quand même en dessous. En revanche, là où le gain se fait, c'est lors de la phase d'utilisation. Donc d'un côté, on va émettre du CO2 lors de la production de l'électricité,
Donc il ne sera pas, on va dire, dans les villes, mais on va dire plutôt en France, plutôt dans les centrales nucléaires. Alors qu'un X3 thermique, lui, va consommer du carburant. Et donc le moment, là vous voyez les courbes, mais le moment où le iX3, entre sa phase de fabrication et d'utilisation, va émettre moins de CO2 au global que sa version thermique, ça va être à peu près à 20 000 km. Et en France, on va dire avec notre électricité assez décarbonée, on est plus autour de 17 500 km. Ou pour habituellement, on va dire l'ordre d'idée, c'est la bascule se fait plutôt vers les 40 000 km. Donc voilà, ça c'est vraiment un gain qu'on veut mettre en avant. On va continuer à faire des efforts là-dessus. Voilà, c'est un message important qu'on veut faire passer, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui critiquent le véhicule électrique sur cette chose-là, mais ça s'améliore très, très rapidement. Et voilà, le X3 pour nous, c'est quelque chose de game changer parce que voilà, l'autonomie, pour nous, c'est plus un problème quand on annonce 800 km, même si on sait tous que c'est l'autonomie WLTP, mais on peut faire déjà des très longs trajets sans recharger. Si jamais il y a besoin de recharger avec les puissances qu'on annonce et qu'on pourra vérifier en réalité, ce sera très rapide. Et en plus, d'un point de vue environnemental, on commence, alors sur la phase d'utilisation, on sera toujours mieux qu'un véhicule thermique, mais dès la production, on se rapproche très fortement d'un véhicule thermique. Donc voilà pour ma part. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci Hugo de nous avoir partagé ces secrets de fabrication et de nous donner de la visibilité quand même sur un véhicule nouvelle génération. Il y a une ou deux questions, mais effectivement, ça tourne beaucoup autour de la réparabilité de Ouais. ces nouvelles batteries, avec par exemple le fait que les cellules prismatiques, est-ce qu'elles seront disponibles par un réparateur indépendant qui Non. interviendra dans 5 minutes Ouais. à ce webinaire, par exemple, et éventuellement le fait de la conception par rapport au fait qu'elle soit isolée des unes des autres. Est-ce que ça impacte la notion de réparabilité ou d'accessibilité de la batterie avec potentiellement des temps de main-d'œuvre qui pourraient être supérieurs aux batteries ancienne génération? Ouais. Donc les cellules, alors aujourd'hui, non, on n'a pas de réparation on va dire, unitaire de cellules. On n'était que sur des modules. Bon, il y a différentes raisons. Il y a une première raison qui est on va dire, de la sécurité pour nos réparateurs. Ce qu'il faut savoir sur les générations 5, et je pense c'est comparé, je ne sais pas si c'est toute la concurrence, peut-être pas, mais si je me compare par exemple aux constructeurs français, une batterie BMW, quand on l'ouvre à l'intérieur, en soi on pourrait mettre ses doigts où on veut, tout est protégé. Alors c'est pas ce qu'on recommande dans nos manuels de réparation, mais on pourrait être capable de changer des modules de BMW vis-à-vis de la législation, comme tout est protégé, à main nue. Bon, après, on met des règles de sécurité en plus pour protéger nos techniciens au cas où. Mais voilà, donc il y a un point de vue sécurité de pourquoi on ne fait pas ça. Et ensuite, je pense que voilà, si jamais je réparais une cellule et mal fait, ça peut. C'est plus compliqué d'aller changer une cellule. Qui des fois, genre je ne sais pas comment va faire le prochain intervenant, mais ce sera très intéressant. Mais voilà, non, on proposait pas la réparation de cellules et de ce que je connais, je crois qu'aucun constructeur le fait actuellement. Ok, merci. Et donc la deuxième question, Au cas où il c'était. y a d'autres questions sur le fil de conversation, au cas où je te laisse y répondre s'il y en a certaines auxquelles tu peux Alors, répondre directement. Et vu que le timing passe, je vais te proposer ouais. à Alexis effectivement d'attraper la perche qui a été tendue en termes
de réparabilité. Et si Alexis et Jérémy sont disponibles, bah, je vous propose de prendre la suite. En tout cas, Hugo, merci pour cette présentation fortement enrichissante. Et après, voilà, on pourra refaire un point en fin de réunion en fonction du temps qui nous restera pour les éventuelles questions. La perche, on aime bien les perches dans l'arrêt pas de batterie, puisqu'on en a besoin pour retirer du risque électrique quelqu'un qui est en train d'être électrocuté, pour ceux qui voient de quoi je parle. Ravi d'être invité à prendre la parole aujourd'hui. Je suis donc Alexis Mercadet, cofondateur de Revolt et CEO. Jérémy m'aidera sur cette présentation. Et je te propose, Rodolphe, que je partage pour pas que tu fasses le. Je vais partager mon écran si ça te va, pour pas que tu fasses le. Pas de souci. Ouais, pour éviter que tu t'embêtes. Hop. Non. Ah, ouais, éviter de vous montrer des choses. Voilà, on est bon. Donc, les batteries, ça se répare. Les constructeurs, vous l'avez entendu, n'ont pas forcément énormément d'atouts à nous transmettre pour ça, mais on va vous expliquer un peu qui on est et pourquoi on pense que les constructeurs comme nous, on est tous alignés pour aller vers plus de réparabilité. Je vais commencer par présenter Revolt et ensuite on basculera un petit peu plus sur les batteries et la réparabilité des véhicules électriques en général. Donc je vais aller un peu plus loin que ce que vient de dire l'intervenant précédent. Donc en effet, une voiture électrique, quand elle est produite, elle a une dette écologique. Nous, on aime bien parler de deux chiffres. Donc, au bout de 50 000 km en ATV, donc quand on prend la masse de gaz à effet de serre émise pendant la production, pendant le roulage et pendant le démantèlement, on est à 28% plus vertueux pour une voiture électrique, mais au bout de 200 000 km, c'est 71%. Vous l'avez compris, plus on va faire durer une voiture électrique, plus elle va décarboner. C'est pour ça que notre slogan chez Revolt, c'est « Les voitures électriques doivent durer 100 ans ». Ça paraît énorme, mais si vous voulez respecter les enjeux de la COP21 qui, pour rappel, disent qu'on doit diviser entre 4 et 5 les émissions de la planète, et pour les pays riches encore plus, et que si vous voulez garder des SUV, des voitures avec de l'électronique embarquée, des airbags et tout ce qui nous paraît aujourd'hui obligatoire, on doit les faire durer beaucoup, beaucoup plus longtemps qu'une vingtaine d'années, comme c'est le cas aujourd'hui. Revolt, on s'est lancé en 2022 avec comme objectif au début de réparer tout ce qui était réparable. On en reparlera tout à l'heure. À date, on a fait à peu près 4000 interventions dans 4 ateliers. Le 4e est en cours d'ouverture en Rhône-Alpes. On a 3 ateliers électriques hybrides, Carquefou, Thiers et Saint-Priest autour de Lyon qui est en cours d'ouverture. Et un atelier électronique du côté de Noyal, pas dans le 44, dans le 35, pardon. L'Académie Revolt, on l'a lancée mi-2023 parce qu'on s'est rendu compte que les parcours de formation n'étaient pas au niveau des prérequis qu'on imaginait chez Revolt pour permettre justement à une nouvelle génération de e-mécano et de batterino de voir le jour. Donc on a lancé notre propre parcours de formation qui est Calliope et on a aujourd'hui 650 personnes fin d'année qui se seront passées par nos organismes de formation, une trentaine de modules et 300 de formations qui sont accolés à nos ateliers. On est en immersion, Carquefou, Thiers et Saint-Priest qui est en train d'arriver. Et le troisième pendant, qui est assez logique finalement quand on déroule le fil, on sait réparer ce que d'autres ne savent pas réparer. L'académie aide à avoir un peu quelques bases pour se lancer dans l'électrique, mais on a souvent des surprises quand on se lance dans une nouvelle technologie, donc il y a besoin d'un accompagnement plus précis, plus quotidien. C'est pour ça qu'on a lancé les garages branchés, qui est sous forme d'abonnement, qui aide des garages, mais aussi potentiellement des experts, potentiellement des leasers, potentiellement des professions non techniques qui se lancent dans l'électrique à répondre à toutes les questions qui peuvent se poser. On a à date 350 préinscrits, parmi lesquels 25 se sont abonnés, donc payent tous les mois pour accéder à plein de choses, boîte à outils, réduction à l'achat de matos, FAQ, échange avec un chatbot, tout ce qui peut leur arriver dans un atelier ou dans leur offre électrique si ce ne sont pas des techniciens. On a donc aujourd'hui une vingtaine, autour de 25 garages branchés, dont un dans les DOM, un en Afrique et le reste en France métropolitaine. Sur la réparabilité, du coup, je passe la main à Jérémy. Merci Alexis. Donc pour ce qui est de la réparabilité, on a identifié 4 niveaux de réparation sur 3 organes principaux. Donc ça commence par le remplacement par le neuf, ce qui est proposé majoritairement dans les concessions.
Ensuite, il y a l'industrie du Reman qui se met en place, ce qui permet de baisser les coûts. Et puis aussi l'occasion. Par contre, l'occasion n'est pas disponible sur toutes les pièces, hein, ça dépend lesquelles. Certaines sont bloquées, soit par des verrous constructeurs, donc des pièces qui sont codées, ou alors des seuils qui ont été dépassés, notamment pour les batteries, ce qui fait que la pièce est plus compliquée à réutiliser, ça nous donne plus de boulot. Et puis le dernier niveau de réparation, c'est celui qu'on préfère, qui est dans l'ADN de Revolt, qui est de réparer à la plus petite pièce. Et c'est aussi la réparation qui permet d'abaisser les coûts au maximum, donc en général de 50 à 90% par rapport à un remplacement de pièces par du neuf. Voilà, donc merci. Donc un pack, c'est constitué de différents éléments. Donc là, on a quelques exemples. On peut voir distingue en haut donc des packs complets avec modules, le BMS, donc BMS Battery Management System, qui supervise tout le pack batterie, qui vérifie que les paramètres des cellules sont bons et permet de gérer toutes les sécurités. Donc on peut voir qu'il y a vraiment différentes conceptions en fonction des constructeurs et des véhicules. Où des fois ça a l'air un peu fouillis, mais finalement pas toujours tant que ça. Les plus grandes difficultés quand on regarde sur un pack comme ça, c'est plutôt l'accessibilité. Est-ce que les pièces vont être démontables facilement et comment on peut rentrer dans le pack batterie. En dessous, on peut voir donc c'est une cellule et juste à côté un module. Donc dans certains cas, on peut effectivement remplacer des cellules. Ça dépend les choix de conception qui ont été faits par les constructeurs. Mais maintenant, majoritairement, de plus en plus, c'est toujours des remplacements de modules, parce que les modules sont complètement soudés et fabriqués avec des process, notamment de compression des cellules, qui font que c'est pour un indépendant techniquement pas envisageable de pouvoir les démonter et les remonter proprement. Et puis, on a un dernier focus sur la partie électronique du pack batterie. Et donc, on rencontre en fait trois grands types de pannes, qui sont les pannes électroniques, donc classiques, hein, comme n'importe quel calculateur. Il y a des défauts qui peuvent arriver. On rencontre aussi les pannes, celles auxquelles on pense le plus, les pannes de chimie de batterie. Donc là, avec une cellule qui est soit qui est défectueuse, perte de capacité, ou alors carrément une grosse chute de tension. Et puis le dernier, Alexis, on t'a perdu. Ouais, le dernier, c'est donc les pannes de connexion, de connectique. Et donc là, pareil, des fois c'est assez surprenant de se dire qu'on a un pack qui est bloqué juste parce qu'il y a une petite soudure qui a cassé. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir les réparer. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez toujours parce que j'ai perdu les slides. Oui, on t'entend. Alexis, tu veux que je reprenne? Super. Ok, alors moi je les ai de mon côté sinon. Donc je vais pouvoir continuer. C'est bizarre, vous aurez juste pas les photos. L'écran a sauté tout seul. Oui. Je repartage. Ah oui. Merci. Je repartage. En plus, oui, c'était la dernière. Ouais. Et là, après, Alexis, ça repart. Du coup, je vais ça repart pour moi. Les pannes dans les batteries. Donc, si vous êtes un pro de l'automobile qui réfléchit à se lancer dans les batteries, on a fait depuis 2022. Et donc, on s'est dit que c'était la bonne occasion, cette prise de parole, pour vous expliquer un peu les grands enjeux. Tout d'abord, il y a bien entendu l'équipement et l'outillage, même si... Qu'est-ce qui se passe? L'écran saute sans arrêt. Vous avez aussi l'écran qui a sauté. On t'entend bien parler, Alexis. Ouais, c'est bizarre, l'écran saute. Bon, du coup, on repassera peut-être, Rodolphe, à toi, si ça une nouvelle fois. Vous le voyez normalement à nouveau. Donc, je vous disais, il faut d'abord s'équiper et s'outiller, même si, en effet, sur certains packs batteries, la construction est suffisamment bien faite pour pouvoir travailler main nue. C'est bien entendu complètement illégal et l'immense majorité des interventions batteries seront faites par des techniciens à B2TL, donc niveau d'habilitation sous tension, et qui seront équipés avec des EPI, comme ce que vous voyez sur l'image de droite, qui sont en train de manipuler un module Tesla Model S. Il y a aussi, bien sûr, l'endroit où on va faire cette répa batterie. La faire au milieu d'un atelier thermique, c'est une mauvaise idée. Il faut au maximum avoir une zone dédiée avec un environnement aussi contrôlé que possible. Vous voyez là sur la photo en haut à gauche, c'est notre premier atelier à Carquefou. On a beaucoup évolué d'ailleurs depuis, mais il vous donne quand même un ordre d'idée. Il va y avoir de la caméra thermique, une armoire avec
comment ça s'appelle cette armoire déjà, Jérémy, j'ai oublié le nom. On peut mettre une armoire isolée. L'armoire je de crois que c'est ça. stockage, ouais, Une une armoire de armoire stockage, ouais. sécurisée pour pouvoir stocker Exactement. et qui tient, en cas d'incendie, elle tient 90 minutes. Voilà. Donc, c'est pour la Exactement. sécurité. Il va y avoir des portes de sortie si besoin. Il va y avoir la zone doit pouvoir être fermée, comme vous voyez avec la porte en bas à gauche. Il faut pouvoir mesurer l'humidité, mesurer beaucoup de choses. Et nous, chez Revolt, on a choisi clairement d'avoir une. Vous voyez qu'il y a des fenêtres dans le fond pour permettre aux clients qui sont dans l'espace d'accueil de voir ce qui se passe. On considère que la batterie ne doit pas être une boîte noire. C'est très important pour toute l'industrie qu'on sache ce qui peut être fait, comment ça peut être fait, ce qui est réparable et ce qui ne l'est pas, pour aller vers des véhicules qui durent aussi longtemps que possible et qui décarboneront autant que possible. Donc sur cette partie équipement et outillage, on a la chance d'avoir eu énormément d'interactions avec tous les acteurs de l'outillage et de l'équipement. Également beaucoup d'échanges avec les pompiers qui étaient ravis d'avoir des pionniers qui pouvaient visiter pour poser des questions. Et on a aussi notre propre expertise. Jérémy travaille, il ne s'est pas présenté, mais il travaille dans les batteries depuis une dizaine d'années. Et on a des personnes comme moi qui ont travaillé dans la mobilité électrique au préalable avec des usines de recharge de petits engins de mobilité. Donc les risques incendie, les enjeux, on les connaît et on sait aider un garage qui se lance à prendre les bonnes décisions. La deuxième partie, ça va être la formation. C'est intéressant d'avoir de l'équipement, mais si on n'a pas le personnel, on n'avancera pas. Alors déjà, on veut briser les rêves de certains d'entre vous peut-être. Un mécano n'est pas forcément un bon e-mécano. On peut être brillant sur des moteurs diesel et ne jamais réussir à faire de l'électrique et vice-versa. Nous, on appelle nos techniciens, les personnes de nos ateliers des e-mécanos avec un E devant pour bien montrer que ce n'est pas le même parcours. Et sur les réparateurs de batteries, on les appelle les battrinos pour encore les différencier. Il n'y a pas de passerelle automatique entre un e-mécano et un battrino. Et il n'y a pas non plus de passerelle automatique entre un mécano et un battrino, bien entendu. Donc, on a différents modules de formation, on en a une trentaine à date. Ils ont été construits par les techniciens à l'intérieur de nos centres, de nos ateliers Revolt. Ils sont en immersion et disons qu'il y a deux niveaux. Ceux qui vont vous intéresser aujourd'hui, c'est la deuxième partie. En fait, il ne faut pas s'arrêter aux habilitations. Très souvent, les ateliers disent on est formé parce qu'on a les habilitations. Attention, une habilitation permet de travailler sans risque, d'éviter pour le gérant d'être attaqué en justice s'il y a un accident dans son atelier. Mais ça ne veut pas du tout dire que la personne qui a reçu cette habilitation a l'expertise nécessaire pour ouvrir, diagnostiquer et réparer. Donc, on a créé des parcours comme par exemple les bases du diagnostic et de la réparation des packs par rapport à des pannes qu'on a eues dans les ateliers sur différents modèles et on fait bien entendu des travaux pratiques. Ça se passe en immersion dans les labos batterie. Le troisième point très important, c'est que vous avez beau être très bien formé et vous avez beau avoir tout le matériel, vous n'arriverez pas à tout faire. On a recruté pour notre atelier francilien 2 anciens de Tesla qui réparaient des véhicules électriques depuis une dizaine d'années. Et on était très surpris, comme eux, de voir que sur les autres modèles, ils avaient beaucoup de difficultés. Vous allez avoir besoin d'échanger avec des experts, d'avoir des allers-retours, de trouver de la documentation technique. C'est pour ça qu'on a lancé notre offre d'accompagnement. On pense que c'est très, très compliqué pour un indépendant, même pour un réseau, on parle à plusieurs réseaux, de se lancer seul. Et on a essayé de mettre dans cette offre tout ce qui peut être nécessaire pour un garage ou un expert ou une assurance qui veut travailler au quotidien avec de l'électrique. Donc, j'ai besoin de parler à des experts, je fais un ticket technique, j'ai besoin de remonter des informations précises sur l'état de santé de la batterie. Vous voyez sur la partie droite, on a développé des outils hardware qui peuvent se connecter pour remonter des infos pour permettre de prendre la décision d'ouvrir ou non un pack batterie. Il y a des fiches techniques qui remontent. On peut aussi faire des ordres de réparation pour éviter de la paperasse et gagner du temps sur chaque consignation qu'on fait sur un véhicule, etc., etc. Et je voulais finir rapidement sur un enjeu extrêmement important chez Revolt, mais globalement pour toute l'industrie. Je pense que vous l'avez bien compris sur la prise de parole de BMW. Il y a un énorme enjeu pour les batteries, c'est la possibilité de mettre dans une batterie de 2025 la technologie dans une batterie de 2015 la technologie de 2025. Vous l'avez vu sur les prismatiques, une petite pile comme ça qu'on glisse dans une batterie, finalement, elle peut avoir une techno d'il y a 10 ans ou on peut lui mettre une techno d'aujourd'hui. C'est techniquement réalisable. Il y a eu certains constructeurs qui l'ont fait, mais c'est impossible en France. Il y a des installateurs qui le font de manière illégale. Ça commence à prendre dans d'autres pays où la législation est un peu plus souple. Nous pensons que c'est une obligation
pour les générations futures de démocratiser cet upgrade qu'on peut considérer comme un rétrofit de batterie. On a fait un sondage qui, à date, a eu plusieurs milliers de réponses. On en est à 2400. D'ailleurs, le screenshot date un peu parce que là, il y avait 1300 réponses. Quand on demande à quelqu'un quelle est la raison principale qui vous pousse à changer de véhicule, il répond sur un électrique. Il dit que les coûts de la réparation est la première. Et la deuxième raison, c'est la peur du coût de réparation. Donc, c'est toujours pareil. Quand on lui demande si l'autonomie évolue avec le temps, est-ce que vous auriez moins besoin de changer, ils sont 84% à dire que c'est le cas. Et quand on leur demande est-ce que vous êtes prêt à payer, ils sont 85% à dire que c'est oui. Et quand on leur demande s'ils privilégieraient un modèle de voiture qui permette l'upgrade, ils sont 90% à dire oui. Donc pour nous, c'est un combat qui doit être mené maintenant. On a lancé d'ailleurs l'association. On a quelques très grands groupes qui ont rejoint et je profite de cette prise de parole pour dire que ceux qui sont intéressés pour, avec nous, faire avancer le sujet qui est en train d'être verrouillé au niveau de la Commission européenne, vous êtes les bienvenus pour me parler. Je serai ravi de voir comment vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice. Et merci beaucoup. Et on est preneur de toutes vos questions, Jérémy et moi, pour parler de réparabilité. Merci Alexis, merci Jérémy. On voit que vous avez quand même une certaine expérience maintenant dans la réparation des batteries. Les grosses interrogations qu'on va avoir des participants aujourd'hui, on a quand même un biais de perception puisqu'on est tous proches du monde assurantiel et certainement de la sinistralité. Est-ce que c'est des choses aujourd'hui qui arrivent dans vos ateliers ou vous êtes vraiment concentré sur de la réparation suite à panne ou à défaillance de l'élément? Alors, déjà, pour cadrer un peu, pour ceux qui ne nous connaissent pas du tout, les voitures que vous voyez là sous vos yeux, c'est celles qu'on a au quotidien chez Revolt. Donc, c'est des voitures qui ont plus de 6 ans. En moyenne, la voiture chez nous, elle a 7-8 ans. Donc, on est représentatif de ce qui se faisait il y a une dizaine d'années. Donc, on est très au courant de comment vieillissent les batteries, parce que on voit celles qui arrivent justement dans des kilométrages assez hauts. On a fait partir une voiture il n'y a pas longtemps qui a fait 13 000 km là, en septembre et qui était à 400 000 km. Donc, on connaît ces véhicules-là. Après, ta question, Rodolphe, c'était qu'est-ce qu'on constate, c'est ça, au quotidien un peu côté panne? Côté sinistre, côté véhicule choqué, est-ce que c'est des choses qui arrivent chez vous, des batteries entières ou... On travaille souvent avec des carrossiers qui doivent, qui ont la nécessité. Enfin voilà, on leur envoie la voiture, l'assisteur leur envoie le véhicule et qui nous contactent pour savoir ce qu'ils peuvent ou pas faire sur la batterie, quelle est la règle du jeu du constructeur, est-ce qu'on peut faire autre chose que le remplacement par du neuf, est-ce que ce pack batterie, si on le garde, on peut le revaloriser. Tout ça, il y a énormément de cas de figure, mais on est capable d'aider. Avec les assureurs. Donc, on a la chance d'avoir accueilli à notre capital la Massif. Donc, on échange beaucoup, forcément, avec le monde de l'assurance pour comprendre tous les blocages que l'électrique font survenir. Mais disons que les cas de figure batterie qu'on a, c'est souvent des POC, Jérémy, je te laisse compléter, mais Oui, une c'est ça. batterie C'est souvent, principalement, je dirais, des seuils de portail qui ont laissé des traces sur la batterie ou déformé le carter. Et donc, à ce moment-là, notre intervention consiste à principalement remplacer le carter en vérifiant à l'intérieur, donc en fonction des architectures. Parfois, c'est allé un peu trop loin et des modules ont été touchés. Dans ce cas-là, on les remplace. Et si les modules n'ont pas du tout été affectés par le choc, donc c'est très aléatoire, dans ce cas-là, on réinstalle les mêmes modules dans un nouveau carter. Et ça, en général, c'est de l'accidentologie qui arrive, mais hors assurance. C'est les particuliers qui viennent le voir parce qu'ils ont été refusés au contrôle technique. Voilà, ce genre de choses. D'accord. Et sans citer forcément les marques, il y a des grosses disparités d'une marque à l'autre. Enfin voilà, on a toujours le modèle américain en tête, et là on voit quand même la multiplicité de l'offre des marchés asiatiques. Est-ce que à ce stade-là, vous avez déjà des retours d'expérience? Alors, on voit arriver différentes choses, effectivement. Maintenant, pour les constructeurs asiatiques, on a assez peu de retours. Disons que pour nous, quand on met les mains dans une batterie, c'est parce qu'elle est hors garantie ou alors qu'elle a eu un sinistre. Mais en général, sur toute la première partie du réduit du véhicule, c'est souvent le concessionnaire qui va s'en occuper. Et là, il y a des bons, des mauvais élèves. Donc, je citerai personne, mais ça va de batteries qui sont complètement noyées et dans de la résine pas accessible. Donc déjà, il faut arracher le capot. Et après, on se rend compte que dedans, de toute façon, rien n'est remplaçable. Et puis après, d'autres constructeurs où là, on a accès à toutes les pièces, tous les modules, que ce soit pour l'électronique, le câblage.
Voilà. Et c'est vrai que pour parler par exemple de BMW, effectivement, on en répare assez régulièrement et toutes les pièces sont disponibles. Ce que j'ai l'impression de voir pour la plateforme à venir, que ça ne sera plus le cas. Ouais, donc vraiment, ça dépend d'une génération à l'autre. Et d'ailleurs, par rapport à ça, on est très heureux aussi d'être invité par le FRA, parce qu'on travaille sur un indice de réparabilité Revol pour justement aider à comprendre les enjeux, la disponibilité des pièces, le coût de la data pour les réparateurs. Il y a énormément de critères à prendre en compte pour définir si un véhicule est réparable ou non. Et on essaie de mettre ça là sous forme de data et on va pas tarder à prendre la parole sur le sujet. Une petite dernière question sur le chat. On voit que apparemment Hugo aurait évoqué le fait que remplacer une ou plusieurs modules sur une batterie ancienne ne marcherait pas. Après, c'était peut-être une vision ou une interprétation de ce qu'il a pu dire. Vous, aujourd'hui, c'est des choses que vous faites aujourd'hui, de remplacer des modules sur des batteries anciennes? C'est votre... Oui, oui, oui. Alors ça arrive qu'on remplace avec des modules neufs et effectivement, c'est pas l'idéal. C'est-à-dire que ça fonctionne, mais il y a au milieu une cellule qui va vraiment maintenir sa capacité par rapport aux autres qui sont plus faibles. Donc, par contre, ce qui est important de souligner, c'est qu'il n'y a aucune contamination, je dirais, des cellules aux alentours vers celle qui est neuve ou vice-versa, hein. Chacune travaille indépendamment. Mais le mieux, c'est de pouvoir remplacer par des cellules d'occasion. Et en fait, ça tombe bien parce qu'on en trouve pas mal et que ça réduit beaucoup les coûts, donc que ce soit pour, pour la réparation. Donc finalement, c'est assez gagnant parce que c'est déjà mieux. Le pack se retrouve beaucoup plus homogène qu'avec un module neuf pour une réparation beaucoup moins coûteuse. Voilà. Et je pense que ce Donc, que je voulais dire, Hugo, je vais juste compléter, je pense que ce que je voulais dire, Hugo, c'est qu'il y a des cas de figure où remplacer un module ne sert à rien, parce que le deuxième module, il faudra remplacer tellement que le coût fait qu'il faut partir sur du neuf. Et ça, c'est en effet des situations qui existent, hein, où finalement la dégradation des différentes cellules, des différents modules est assez homogène. Donc il y a des cas de figure où ça ne vaut pas le coup, d'où aussi l'intérêt de parler d'upgrade dans ces cas-là, à mes yeux. Je laisse compléter. oui, c'est pour ne pas citer un constructeur américain, quand on voit des batteries à réparer qui arrivent, donc globalement, quand on est au-dessus de 400 000 km, on se pose vraiment la question de remplacer un module qui est défectueux parce que les autres autour ont déjà une grosse durée de vie. Ouais. Ok. Alexis, Jamy, aviez-vous d'autres choses à nous partager? Non. Non, Et oui. il y a des questions un petit peu autour de la durée de vie des modules, après de l'impact des charges rapides sur les batteries. Je ne sais pas si vous avez des retours d'expérience, vous, sur ça. Après, je pense que ça peut être assez disparate en fonction de la marque et de la génération. C'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est très difficile de se prononcer. La durée de vie, il y a certains modules qui vieillissent très mal, rien que sur leur vieillissement calendaire. Donc, surtout plutôt sur les premières générations de véhicules, où pour certaines gammes, on trouve plus de modules en bon état, et quel que soit l'usage qui en a été fait, de toute façon, le vieillissement calendaire fait que l'autonomie a vraiment chuté. Et après, pour l'impact des charges rapides, et pareil, ça va dépendre beaucoup des cellules, de leur chimie, mais aussi du management thermique de la batterie et des choix de paramétrage qui ont été faits dans le BMS. Donc là, pareil, c'est vrai, il y a pas de, voilà, on ne peut pas donner de réponse tranchée. Ok. Parfait. Je Oui. réponds aussi un peu. J'ai un peu répondu par écrit, là, je suis en train de remonter pour. C'est ce que j'avais proposé. On arrive à la fin de l'heure qu'on avait bloquée. En tout cas, je vous remercie. Et effectivement, si Alexis, Jérémy, Hugo, vous souhaitez ou pas répondre à des questions sur le chat, vous pourrez bien évidemment après la fin de cette présentation. En tout cas, merci à vous trois d'avoir joué le jeu et de nous avoir partagé quand même des solutions et des approches relativement intéressantes. On espère d'un point de vue global que cette présentation a permis à tous de mieux comprendre les enjeux autour des batteries et des véhicules électriques, hein. C'est vrai que c'est un sujet qui peut capitaliser beaucoup de craintes ou d'appréhension. D'un point de vue SRA, donc on l'a dit, Gilles l'a présenté rapidement, on a publié aujourd'hui cette étude qui reste sur un échantillonnage de véhicules et qui nous permet dans un premier temps de commencer à venir sur ce sujet. Et au nom de toute l'équipe SRA, voilà, je tiens à vous remercier pour l'intérêt. Vous étiez plus de 260 personnes aujourd'hui à vous être connectés. Et on vous donne rendez-vous donc le 28 novembre prochain pour notre journée annuelle qui aura pour thématique la réparation durable. Donc journée qui se tiendra en présentiel au 31 rue du Colisée. Inscrivez-vous vite, il reste juste quelques places et qui se tiendra aussi sous un format hybride en distanciel via un lien Teams
que nous partagerons bien évidemment aux personnes qui se seront inscrites. Il ne me reste plus qu'à vous remercier une nouvelle fois et à vous souhaiter une bonne fin de journée à toutes et tous.